Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 6 de la saison 10 de The Walking Dead. Alors, c'est un épisode qui m'a pas super emballé, je vais être honnête, je me suis pas... Enfin, je pense que ça s'est vu dans la réaction, bon, il y avait des moments qui étaient drôles, il y avait des moments sympathiques, mais en soi, j'étais pas quoi j'étais pas je sais pas j'étais quoi d'ailleurs. Je cherche mes mots en fait. L'épisode m'a pas surprise, j'ai pas eu de moment où je sentais le suspense, où j'étais un peu tendue, où je sentais la tension, et justement c'est quelque chose qui me pose problème actuellement parce qu'on est sur là ces 3 épisodes, là les 3 derniers épisodes, je sens pas la tension monter. J'avais vraiment l'impression justement qu'on essayait de monter crescendo, et là ça retombe un peu comme un soufflet. C'est un peu compliqué. Alors on est sur l'épisode qui, je pense, depuis la fin de la saison 8 est celui le plus fidèle aux comics, donc effectivement ça a une part de responsabilité là-dedans. Malheureusement, ce qu'ils ont modifié dans la partie Negan est moins bien que dans les comics. On va commencer par Eugène. Alors j'étais très touchée du fait que Eugène était content d'entendre Rosita, parce qu'on sait qu'il a pris ses distances parce qu'il était trop amoureux d'elle et que c'était compliqué pour lui de passer à autre chose, de vraiment de se dire de mettre un point final à tout ça. Effectivement, Rosita, là où elle est un peu manipulatrice et en même temps elle laisse ses sentiments parler, c'est-à-dire qu'elle l'a toujours eu auprès de lui depuis des années, parce qu'il y a quand même un sacré gros 2 time jump, et donc imaginez le temps qui est passé en plus de déjà toutes les saisons où on les a vus ensemble. Elle a envie de lui parler, ça lui fait quand même un petit peu de mal, mais c'est quand même son amie, c'est très compliqué pour elle de s'en détacher. Et surtout le problème, c'est est-ce que Rosita va pouvoir reparler un jour à Eugène? On a l'impression que justement c'est bien parti pour qu'elle meure et qu'ils puissent plus jamais se reparler. Et donc nous avons la révélation qu'il y a quelqu'un au bout de cette radio, qu'il y a une autre communauté. On sait pas si à ce moment-là elle est amie ou ennemie, c'est quelque chose donc qui est dans les comics, donc je sais effectivement qui est cette personne, je sais quelle est cette communauté et tout ce que ça implique par la suite pour la suite de la série, donc ce qui se passe dans le comics, forcément je sais déjà tout ça. Donc c'est sûr qu'en termes de rebondissement, c'est pas... Voilà, quand on a lu le comics, c'est un petit peu compliqué, mais toute cette partie-là était bien faite, d'ailleurs le fait que justement qu'ils aient des points communs et tout ça, qu'ils sont passés par la même ville. On a même, et ça j'étais surprise, on a même parlé de quelque chose qui va se produire beaucoup plus loin dans le comics, donc c'est quelque chose dont parle Eugène dans son dialogue avec cette personne-là. J'ai failli dire le prénom, c'est pas facile de faire sans spoiler pour le coup. Je me doutais bien que les morceaux du satellite allaient pouvoir permettre d'amplifier le signal de la radio, etc. Donc effectivement, le signal rebondit d'émetteur en émetteur, et enfin d'antenne en antenne, ce qui permet de contacter une communauté, mais on ne sait pas à quelle distance elle est, il ne sait pas combien il y a de personnes, est-ce qu'ils sont ennemis, est-ce qu'ils sont amis. Pour l'instant, il ne peut pas demander de détails parce que cette personne-là a peur, très clairement. Autant les communautés ont peur de l'inconnu, mais ça reste la même chose pour d'autres communautés, et ce qui veut dire, certainement ils ont eu à se confronter à de mauvaises personnes, à de mauvais groupes, certainement ils ont des choses à protéger, etc. Et du coup, ils sont d'autant plus méfiants, et Eugène, lui, il est plutôt dans l'empathie, dans l'humain, il a envie de faire connaissance, et du coup ces personnages-là vont commencer à faire connaissance petit à petit pour que la personne en question puisse avoir confiance et puisse se dévoiler certaines choses. Donc effectivement là pour l'instant on est vraiment au balbutiement de cette relation qui en plus va rester secrète puisque Eugène n'a pas le droit d'en parler, et ça va avoir tout un tas de conséquences par la suite, et cette relation va se développer au fur et à mesure du temps. Donc si vous pensez peut-être que ce passage-là n'est pas très important ou quoi, il est extrêmement important pour la suite de la série, donc il est nécessaire, même si c'est pas le moment le plus captivant de fou. Par contre, c'est vrai que c'est assez étonnant, on en parle déjà assez tôt dans la saison, ce qui me fait me dire que les conséquences se verront certainement dès la fin de la saison. Je pense que dès la fin de la saison, nous saurons qui est cette communauté et de quoi il en retourne. Mais ça fait vraiment très bizarre de voir ça à l'écran. Je trouve que c'est hyper fidèle, enfin la façon dont c'est filmé et tout, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Du côté d'Alexandria, rien ne va plus pour Siddiq et surtout pour les habitants d'Alexandria qui sont malades. Donc on a une vieille dame qui est très mal en point, elle pense même qu'elle va mourir. Siddiq n'a pas l'air super optimiste. On a Dante qui a l'air d'être plutôt dans le mood oui ça va bien se passer et tout, mais en même temps il reste réaliste dans le sens où des maladies qui semblaient des petites maladies dans le quotidien de base deviennent des maladies dangereuses après l'apocalypse quand il n'y a plus les moyens de soigner correctement. Et là le problème c'est qu'il va donner un conseil qui sans le savoir n'est pas le bon, c'est-à-dire qu'il va leur dire de continuer à s'hydrater. C'est quelque chose qu'il faut faire quand on a une gastro, simplement parce que justement on se déshydrate. Le problème c'est que l'eau elle est empoisonnée, donc plus ils vont consommer d'eau et plus ils vont être malades
ce qui fait effectivement un effet boule de neige, puisque du coup ils se rendent compte qu'il y a quelques personnes qui sont malades mais qui peuvent potentiellement s'en remettre, et au final elles sont de plus en plus malades. Et c'est le cas de Rosita qui avait 39 de fièvre et se sentait pas bien mais s'est dit que ça allait passer, et au final elle continue à s'hydrater et devient encore plus malade, jusqu'à qu'on se rende compte qu'il y ait beaucoup plus de gens touchés que ce qu'ils ne pensaient. Et en plus Siddiq était resté à l'écart parce qu'il était en état de stress post-traumatique, et donc pour soigner les gens c'était un petit peu compliqué. Donc Siddiq va devoir prendre sur lui et parce que là on est clairement dans un cas d'urgence. Et la chose que je me dis à ce moment-là, mais est-ce que vous êtes pas juste en train à un moment donné de vous questionner sur comment ça a pu se propager aussi vite et autant de personnes? Je veux dire, la gastro, bon c'est une chose, mais il y a quand même une vieille dame qui a deux doigts de mourir et tout, donc ça veut dire les choses empirent. La gastro normalement voilà c'est quelques jours et puis ça va mieux quand même, quand bien même il n'y a pas forcément tous les médicaments et tout qu'il faut à ce moment-là. Mais là clairement il y a de plus en plus de gens et les gens sont de plus en plus malades, ça empire au fur et à mesure des jours, ce qui n'est pas du tout normal. Et je me dis à ce moment-là on se questionne pas trop, et forcément je pense que dans l'épisode prochain Aaron dira qu'il dira ce qu'il a vu. Mais en attendant Siddiq est toujours aussi confronté à ces problèmes, c'est-à-dire que son état de stress post-traumatique va se manifester d'une nouvelle façon, c'est-à-dire que dès qu'il va commencer à un petit peu somnoler, hop, ça va être reparti. En fait il va y avoir une espèce de somnambulisme. J'ai regardé sur internet pour vérifier effectivement si c'était possible, parce que j'avais du mal à décrypter ce passage justement. Est-ce que c'était du somnambulisme, est-ce que c'était autre chose? Et effectivement, de ce que j'ai vu par rapport à une étude, c'est effectivement une conséquence qui est possible dans l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire le somnambulisme en plus des illusions, etc. Donc en soi c'est pas bizarre, et j'ai trouvé le moment très très bien fait quand il commence à somnoler et qu'on lui dit ouvre les yeux. Ouvre les yeux, je suppose que c'est Alpha qui lui dit d'ouvrir les yeux. Elle le force à regarder parce qu'il veut fermer les yeux, parce qu'il veut pas voir l'horreur de tout ça. Elle le force à ouvrir les yeux. Ouvre les yeux, regarde ce qui se passe, regarde les conséquences de ce que vous avez fait, parce que vous avez passé notre frontière, etc. Tous les problèmes que vous avez causés. Je pense que c'est quelque chose comme ça, et j'aime bien la transition avec il se retrouve dehors et il ne sait plus comment, et puis on entend le moulin et tout, et le bruit, le fait que c'est la nuit, c'est très sombre, on a l'impression qu'il est dans un cauchemar, mais en fait non, il est vraiment à l'extérieur avec son enfant. Et en plus on sait que les conséquences elles peuvent être très dangereuses pour son enfant, parce qu'il peut faire tout un tas de choses dans son sommeil, il peut faire tout un tas de choses pendant qu'il a une crise, et ça risque d'être compliqué. Donc on est sur plusieurs problèmes en même temps, et en tout cas il va falloir qu'on règle le truc avec Siddiq, parce que ça commence à être long, mais en tout cas cette partie là je trouve qu'elle était plutôt bien faite. Donc nous avons l'excursion de Carol et de Daryl. Carol qui fait croire qu'elle part à la recherche de Negan, alors qu'on s'en doute bien que c'est le dernier de ses problèmes actuellement, très très franchement. Donc ils partent ensemble. Finalement Daryl n'est pas dupe, il sait très bien qu'elle part sur la trace des chuchoteurs, et donc le but c'est de savoir où est maintenant la nouvelle grosse horde, pouvoir non seulement l'éradiquer et puis d'empêcher les vagues de rôdeurs qui arrivent sur les différentes communautés. C'est clairement de mettre un bâton dans les roues des chuchoteurs qui n'ont pas de calèche, donc ils n'ont pas de roues. C'est vraiment dans ce passage là qu'on sent le Daryl méfiant. D'un côté c'est son ami, c'est vraiment sa meilleure amie, donc il a envie de lui faire confiance, il a envie d'être avec elle, il a envie de la suivre, mais d'un autre côté il sait que les conséquences de son comportement qui peut être entre guillemets égoïste, dans le sens où effectivement si elle fait quelque chose de mal ça va retomber sur tout le monde, c'est très important. Et il l'a compris de ses erreurs, et c'est vrai que quand on entend les dialogues on comprend bien qu'il fait référence à ce qui s'est passé avec les Saviors, le fait qu'il ait un coup de sang et qu'il ait fait n'importe quoi et que ça ait eu de grosses conséquences par la suite, et effectivement il a peur que ça se reproduise avec Carol. On a un point, il est obligé de fouiller dans son sac, mais Carol le sent, qu'il se méfie, et d'un côté elle le manipule parce que c'est très bien qu'elle a déjà planifié tout ce qu'elle voulait faire, et d'un côté ça l'embête parce qu'il se méfie, donc c'est très très compliqué. On est dans deux personnes qui se comprennent plus trop par rapport à ça. Une qui a un plan, mais elle sait très bien que Daryl va pas forcément accepter, du coup elle lui fait croire qu'il peut lui faire confiance, mais en fait pas vraiment, et lui peut-être qu'il se méfie peut-être trop, mais au final il a raison de se méfier. C'est très compliqué, c'est un climat tendu, en même temps ils sont toujours aussi proches. À voir dans le prochain épisode si effectivement tout ça va avoir des conséquences. Et donc ils vont traquer les chuchoteurs. Évidemment on se doute bien que ça va pas se passer de fou, mais voilà, la séquence en elle-même elle était pas séquence de nuit, on va pas grand chose. Daryl qui se met des trucs de rôdeur, d'accord, c'était sympa, c'était la seule scène qui était sympa. De Carol on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, à part que elle a fait du bruit, à part après par la suite elle a dit que le chuchoteur l'a vu, tout, on sait pas trop. Est-ce qu'elle a attendu un réel guet-apens? Je pense que c'est le cas, qu'elle va devoir l'avouer peut-être à un moment donné à Daryl par la suite, qu'elle avait finalement tout prévu. Elle avait prévu son coup, c'est-à-dire d'enlever un chuchoteur et de pouvoir l'interroger. D'ailleurs elle dit à Daryl qu'elle veut
qu'elle veut voir la Horde et qu'elle veut le dire au conseil où se trouve la Horde, etc., qu'elle veut faire les choses dans les règles. D'accord, elle suit un plan qui est personnel et qu'elle n'a confié à personne. D'accord, elle prend des risques, etc. D'un autre côté, on n'est pas non plus dans le coup de sang, dans l'acte complètement impulsif et tout, où elle va prendre des risques pour rien. Elle a quand même réfléchi à son truc, elle a quand même choisi une solution qui était plutôt safe, qui était plutôt bonne, je trouve, de prendre un chuchoteur parce que de toute façon elle pouvait pas le tuer parce que de toute façon ça se serait vu. On peut comprendre un peu les deux points de vue, c'est-à-dire que Carol qui comprend que de toute façon, peu importe ce qu'ils font, qu'ils passent la frontière, qu'ils passent pas la frontière, qu'ils soient vus, qu'ils soient pas vus, de toute façon ils vont payer quoi qu'il arrive parce que de toute façon ils envoient des herdes de rôdeurs et il se passe tout un tas de choses, que ce soit à la colline, à Alexandria, à Oceanside. Donc dans tous les cas il y a des problèmes et Daryl qui effectivement marche un peu sur des œufs parce qu'il sait que les chuchoteurs sont imprévisibles et qu'il peut y avoir tout un tas de conséquences. Donc je peux comprendre les deux points de vue, mais en soi voilà, la séquence était pas intéressante. J'étais plutôt intéressée par les dialogues d'avant et tout ça, notamment chose très intéressante par rapport à tout ce qui concerne Connie. Évidemment que les fans de Daryl veulent savoir ce qu'il en est pour Connie et Daryl. Donc déjà on est sûr, Carol est détachée de Daryl, en tout cas au sens amoureux du terme. Là on a compris que de toute façon ça se passerait jamais. Je pense qu'on l'avait déjà compris déjà depuis un moment, mais là au moins on a mis les points sur les barres sur les T, on est sûr de ça. Et concernant Connie, ça reste un peu flou parce qu'il répond pas vraiment. Dire oui, qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi tu te poses la question de si on peut être ensemble ou non, etc. Et Angela Kang avait justement rebondi là-dessus dans une interview en expliquant que c'était quelqu'un de très méfiant et tout, et que c'était compliqué pour lui de s'ouvrir, etc. Donc d'être avec quelqu'un. Daryl qui répond pas trop, mais qui quand même fait comprendre qu'il sait très bien que Connie est une fille géniale, et je pense qu'à demi-mot avoue que s'il devait être avec quelqu'un, c'est avec elle qu'il serait. Alors à voir si ça va être le cas ou non. Ah, ça va être la question. Peut-être que c'est un personnage qui va rester entre guillemets asexué, peut-être. Pour la plus grande peine de nombreux fans, malheureusement. Maintenant parlons de Negan et les chuchoteurs. La rencontre entre Negan et Batman entre Negan et Beta, elle est corsée, elle est aussi intéressante que j'imaginais. Enfin, c'est pas exactement les mêmes dialogues que dans le comics, ça se passe pas exactement de la même façon. Comme je disais, normalement il interagit plus vite avec Alpha, et là on voit que son interaction avec Beta, mais c'est drôle. Les dialogues sont très bien faits, voilà, on s'attend très bien à ce qu'à un moment donné il parle trop et que Beta il s'énerve et que voilà, donc du coup il le titille, mais il le titille vraiment tout le temps, et le mec il va très très loin. C'est ça qui est assez drôle. Et Negan qui pendant tout l'épisode voit de loin un peu de loin Alpha, ça reste un espèce de mythe, de légende, voilà, la chef emblématique et tout ça, auquel il ne peut pas vraiment parler pour le moment. Il est vraiment intrigué par cette femme qui est assez impressionnante, qui en plus arrive à faire ployer le genou. On a cette scène qui est très forte entre Alpha et Beta, parce que Beta est tellement jaloux qu'il laisse sortir ses émotions. Et quand Alpha lui dit comme ça, oui, est-ce que c'est une menace pour toi ou pour moi? En fait, c'est plutôt pour toi, je pense. Enfin, elle lui dit quelque chose comme ça, et c'est pour le mettre devant le fait accompli qu'effectivement, là, il réfléchit avec ses sentiments à lui, avec sa rancœur, sa colère, etc., sa jalousie, et que ça ne sert pas les intérêts des chuchoteurs ni d'Alpha, mais que ça sert ses intérêts à lui et à Beta si jamais il devait le tuer. Et Alpha en a besoin parce que non seulement c'est un personnage qui l'intéresse, une personne qui l'intéresse, et en plus de ça, il a comme monnaie d'échange des informations sur les différentes communautés. Il peut s'avérer très utile. Plus du fait que c'est un sacré gaillard et qu'il est très malin pour s'en sortir, et il arrive à survivre, et qu'il a tout un tas de compétences qui peuvent leur servir. Et Negan sait très bien que Beta ne peut rien faire, ne peut pas lui faire de mal parce que Alpha ne le veut pas. Et en plus il assiste à tout ça, il voit Beta en train de ployer le genou, tout ça, donc il sait qu'il est complètement asservi, qu'il ne peut rien faire, et en joue à mort parce qu'il sait très bien. C'est comme si il pouvait faire tout ce qu'il voulait, puis qu'il y avait une barrière et que Beta ne pouvait pas ne serait-ce que lui toucher un cheveu. En fait, il ne peut rien faire. Donc il joue beaucoup de la situation. Bon, ça va un petit peu se retourner contre lui, mais finalement pas tellement, et Beta se sent au fur et à mesure de plus en plus menacé. En tout cas, Alpha va demander à Beta de tester Negan, et donc on va avoir droit à une scène assez sympathique, mais c'est là où j'ai eu un gros problème. C'est le fait que dans le comics c'était beaucoup plus sympathique. C'est normal que je parle du comics parce qu'on est sur une adaptation d'un comics, donc si je l'ai lu, je vois pas pourquoi j'en parlerais pas en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'en fait c'est là où je me suis rendu compte que le décor des chuchoteurs est trop austère, c'est-à-dire que la forêt, c'est genre, une forêt basique, quoi, toute simple, et que c'est vrai dans le comics, il y a quand même des parties de la forêt qui sont quand même beaucoup plus ouvertes. Il y a même des fois ils sont dans des plaines et tout ça. Truc qui est très différent, c'est qu'il y a beaucoup de chuchoteurs dans le comics, on voit le nombre, etc. Ils ont des chevaux, ils ont du bétail, ils ont tout un tas de choses, on voit tout un tas de pots qui sont mis sur différents endroits et tout ça. C'est un gros camp, c'est pas le petit camp qui est Shua, avec trois arbres, c'est
c'est pas ça quoi. C'est vraiment un truc gros, c'est vivant, alors c'est vivant, voilà, c'est son jeu de mots, voilà, il y a du monde quoi, ça grouille et tout ça, il se passe des choses. Negan va aider des chuchoteurs, puis après il va aider d'autres, etc. Il va se passer tout un tas de trucs. On a repris quelques scènes, notamment on reprend le truc du sanglier, le fait pour la peau, etc. Donc il y a des trucs qui sont repris. Alors j'ai bien aimé le fait qu'il fasse un trou et tout pour faire braiser entre guillemets le sanglier et tout ça, mais par exemple dans le comic c'est un espèce de gros festin après, alors qu'ils sont tous en train de manger des tout petits bouts les uns à côté des autres, avec un bête de festin, on dirait que c'est un festin genre à la Astérix. Et voilà, il m'a manqué ça en fait, et j'ai trouvé que du coup c'était une adaptation très simple de tout ce passage là de rencontre avec Beta, même en termes de rencontre avec les chuchoteurs, normalement justement c'est plus Negan il est sur la défensive parce qu'il se dit oulala ils vont me faire du mal ou quoi, donc en gros n'essayez pas de me chercher des noises et tout, et puis après il est dans la négociation, oui je veux venir avec vous, je suis avec vous, etc. Et là c'est direct je suis avec vous, enfin voilà, c'est tac comme ça. En fait j'ai trouvé que l'adaptation était beaucoup trop simple et qu'ils ont beaucoup trop compté sur le talent des acteurs. Le talent des acteurs fait tout dans ces scènes, donc effectivement ce sont pas des mauvaises scènes parce que Jeffrey Dean Morgan, parce que Ryan Hurst, parce que Samantha Morton, mais demain vous enlevez ça, vous mettez d'autres acteurs à la place, ça marche pas du tout. On n'est pas encore d'interaction avec Alpha pour l'instant, c'est juste à la fin de l'épisode, du coup on finit avec ça, et comme vous les avez vu dans la réaction, je suis à la fin, je fais ah ouais c'est déjà fini quoi, et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer en commentaire, effectivement là dernièrement à chaque fois que l'épisode se termine c'est genre ah ouais c'est déjà fini, enfin ouais d'accord, enfin, c'est un peu spécial. Par contre chose que j'ai bien aimé c'est le fait que Beta dise voilà de toute façon c'est sûr que tu vas plus jamais bouger d'ici et tout, pour lui faire comprendre tu vas crever là, qu'il est en train de tuer un chuchoteur. Est-ce que ça a du sens ou pas, voilà, de le tuer comme ça gratuitement alors qu'il a rien fait, qu'il a pas été puni pour un truc, ça peut faire passer un message en plus assez limite pour les autres qui vont se dire que finalement tout est un peu arbitraire, que même si on suit bien les règles et tout, on suit quand même des chuchoteurs. Très clairement en termes de logique c'est pas une bonne idée. Par contre voilà, ça envoie un message fort par rapport à Negan, ouais, il est très clairement sans pitié et il peut tuer qui il veut quand il veut. Donc Negan se retrouve dans une situation compliquée, il se retrouve avec tout un tas de rôdeurs et Beta s'en va. Alors j'ai bien aimé le fait que Negan ait encore un couteau de merde, qui est le truc qu'il lâche, voilà, c'est les couteaux de Jiffy à 2€. Je trouvais ça assez marrant, et le retour de Negan quoi, Beta qui dit bon en mode j'ai gagné, genre oui de toute façon voilà il est mort, alors, il était nul quoi, comme j'avais dit depuis le début qu'il était pété, le mec il est pété quoi, et Alpha il fait bon bah c'est dommage, mais qui sentait un gros potentiel, donc on sent quand même qu'elle est déçue, mais bon il est mort, mais elle se disait quand même qu'il avait un gros potentiel. Et là qu'il arrive comme ça, ouais non, avec toutes ces phrases super vulgaires et tout, on laisse beaucoup plus de vulgarité je trouve de la part de Negan dans cet épisode par rapport à avant, dans les saisons d'avant par exemple, et donc il arrive comme ça avec toutes ces phrases super vulgaires comme un roi. Et ce qui est assez marrant c'est le fait qu'au début il parle très très fort pour dire je suis là, et après il commence à parler moins fort, c'est pas il chuchote mais il parle moins fort, peut-être pour faire comprendre que ça y est je suis dedans, ça y est je suis avec toi Alpha, je serai ton disciple. Il s'agenouille en plus en ayant fait remarqué quelques temps préalable que justement il s'agenouillait devant personne, mais qu'il avait l'habitude de faire s'agenouiller des gens et tout, du coup qui était très impressionné d'Alpha parce que c'est une espèce de point commun, voilà, de leader charismatique. Je pense que c'est ça en fait, c'est que Negan a reconnu le leader charismatique, le leader qui arrive à faire suivre des gens. D'ailleurs il le dit à Beta, je suis pas là pour toi, je suis là pour Alpha. C'est une phrase d'ailleurs qui a beaucoup de sens, mais j'aime bien cette fin là avec Alpha justement qui s'avance comme ça, et je me suis dit mais est-ce qu'il va essayer de lui rouler une galoche, je sais pas, j'imagine très bien la scène, j'aurais vraiment voulu voir un truc comme ça, et qu'elle fait ça, donc ouais, on comprend qu'elle l'a accepté dans le groupe. Mais voilà, c'est vrai que quand on a lu le comics, ouais, j'étais déçue, pas de la performance des acteurs, parce que ouais, très très bien, mais voilà, en termes de réel, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'effectivement la partie chuchoteur, elle est très monotone en fait. J'espère vraiment que l'épisode prochain, ça va bouger, et j'ai pas forcément cette impression-là, ça m'embête, je m'inquiète un peu pour cette première partie. Je pense que je peux avoir confiance pour la deuxième partie de saison, mais là, voilà, on a encore 2 épisodes, donc les gars, vous relâchez pas, on n'a pas fini encore, donc bon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire tout cela, et on se retrouve demain soir pour le live sur ma chaîne Twitch pour parler de cet épisode et des différentes théories. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!